Salut les amis! Bienvenue dans l'épisode 9 de notre série sur la jeunesse de Balthazar Picsou. Chaque semaine nous réserve des surprises et des découvertes incroyables. Dans celui-ci, nous allons continuer à suivre Picsou dans sa quête de fortune. Mais avant cela, faisons un petit retour en arrière pour nous remémorer les moments forts de l'épisode précédent. Si vous souhaitez lire les aventures de la jeunesse de Picsou, vous pouvez vous procurer les livres aux éditions Glénat en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter pour ne rien manquer de ces aventures passionnantes. Dans l'épisode précédent, nous avons suivi les aventures de Picsou de retour en Écosse après 22 ans passés autour du monde. Devenu milliardaire, il retrouve son père Fergus et ses sœurs Mathilda et Hortense au château du clan MacPicsou. Cependant, son retour ne se passe pas comme prévu. Les villageois, jaloux de sa réussite, l'accueillent avec méfiance et hostilité. Picsou décide alors de participer aux jeux traditionnels des Highlands pour prouver qu'il est toujours un vrai Écossais. Malheureusement, il échoue à chaque épreuve, sauf une, grâce à son caractère tenace. Après cette expérience, Picsou réalise que son avenir n'est pas en Écosse, mais en Amérique, où il pourra développer son empire financier. Il décide de repartir accompagné de ses sœurs, laissant leur père Fergus au château, qui préfère rester dans sa terre natale. Dans un moment poignant, Fergus, observant ses enfants partir, est réconforté par l'apparition de sa défunte épouse, Edith, qui lui dit que tout ira pour le mieux. Balthazar Picsou, l'envahisseur de Fort Donaldville. Épisode 9. Picsou a accumulé sa fortune dans les étendues sauvages du Yukon, plus précisément dans la mystérieuse vallée de l'Agonie Blanche. Après ce succès remarquable, il nourrit un seul désir, renforcer sa richesse en établissant un véritable empire financier. Rapidement, il réalise que l'Écosse n'est pas l'endroit idéal pour concrétiser son rêve d'établir un empire financier international. Il décide alors de retourner là où tout a commencé, aux États-Unis, plus précisément au Calisota, dans une petite colonie nommée Donaldville. Accompagné de ses deux sœurs, Hortense et Mathilda Picsou, et à bord d'une des toutes premières automobiles, une Rolls-Regal de 1902. Picsou fait face à des soucis avec sa nouvelle automobile, une acquisition encore rare en 1902 et dont il est l'un des premiers propriétaires. Il grogne contre le coût élevé de l'engin et ses multiples dysfonctionnements. En effet, il n'a aucune expérience avec les moteurs à essence et ignore que les voitures nécessitent un mélange de kérosène et d'huile de baleine pour fonctionner, comme le lui explique Mathilda. De plus, il n'a pas pris la peine de lire le manuel d'utilisation, ses yeux ayant été affaiblis par son séjour au Yukon, ce qui l'empêche de lire sans ses lorgnons. Le périple conduit les membres de la famille Picsou à faire halte à la ferme de grand-mère Donald pour obtenir des informations sur la localisation du fort acquis à Jules Écoutoum, le fort Donaldville, dans cette région. Hortense, quant à elle, exprime également son désir de savoir s'il y a des cow-boys charmants dans les environs. Alors qu'il croise Joseph Duck en train de labourer son champ, ce dernier est surpris par leur demande et ne comprend pas l'intérêt que Picsou peut porter à un terrain qu'il qualifie de ruiné et non cultivable, des aspects qui ne suscitent pas l'intérêt du nouveau riche. Néanmoins, le fermier leur indique la direction de la colline Kilmule et la famille Picsou poursuit son chemin. Picsou se lance courageusement dans l'ascension de la colline Kilmule, dont la pente abrupte défie toute tentative d'escalade aisée. Pendant ce temps, Hortense, déçue de ne pas croiser de cow-boys séduisants dans cette partie du Calisota, laisse échapper quelques remarques désobligeantes. La Rolls-Regal, dépourvue de l'option frein, peine à gravir la colline et finit par tomber en panne en plein milieu de l'ascension, laissant Picsou et sa famille dans une situation délicate. Sans moyen de freiner, le véhicule dévale alors la pente à une vitesse folle, décrivant une trajectoire chaotique, avant de s'immobiliser dans les champs de maïs luxuriants de la ferme d'Elvire Écoutoum. Cet incident inattendu provoque une montée de colère chez les deux sœurs de Picsou, qui estiment qu'il aurait dû être plus prudent. Elle lui impose donc de porter ses lorgnons en guise de pénitence. L'incident aurait pu avoir des conséquences désastreuses pour Elvire Écoutoum et sa fille Daphné Duck, qui se trouvaient à ramasser des œufs à proximité au moment de l'accident. Heureusement, Daphné a été épargnée par le danger, échappant de justesse à une situation périlleuse.
Suite à cet événement, Joseph propose de rebaptiser la colline Kilmotor, symbolisant ainsi la victoire de la modernité sur cette pente autrefois redoutable, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère où les automobiles commencent à dominer les chemins de la région. La collision offre à Picsou l'opportunité de faire la connaissance de la famille d'Elvire et de Joseph, comprenant Daphné, Barnabé Duck et même Rodolphe Duck, qui se révèle être encore plus grincheux qu'Hortense. Quand Picsou mentionne son acquisition de la colline, Elvire le reconnaît immédiatement et lui raconte rapidement l'histoire du fort Donaldville. Balthazar n'est guère captivé par l'histoire, mais uniquement par son ambition de construire son empire. Cependant, il apprend que des jeunes, en réalité les Castors Juniors fondés par Clinton et Koutoum, utilisent son fort comme lieu de rassemblement. Picsou est déjà enchanté à l'idée de les expulser, avant que Rodolphe ne fasse son apparition pour exprimer sa frustration concernant les dommages dans le champ de maïs, cherchant à identifier les responsables. Hortense se joint à lui dans son indignation. Leurs deux réactions antagonistes s'annulent alors, et ils se trouvent mutuellement attirants à travers leur colère partagée. Cette rencontre suscite un sentiment d'excitation chez Elvire, qui envisage avec joie de devenir la grand-mère Donald, tandis que Joseph s'inquiète plutôt des implications pour l'avenir de l'enfant issu d'une telle union. Après avoir interrompu la rencontre amoureuse inattendue d'Hortense, les Picsou reprennent leur chemin sur la colline Kilmotor. Le fort Donaldville est dans un état délabré et Balthazar envisage d'y pénétrer avec prudence, car il veut se débarrasser des Castors Juniors qui l'occupent. Alors qu'il tentait de déplacer une des portes du fort, une série d'événements imprévus se déclencha. Un seau d'eau lui tomba dessus, le prenant au dépourvu, tandis qu'Hortense, témoin de la scène, réagit avec une intensité surprenante. 3 castors surgissent soudainement pour repousser cette intrusion, parmi lesquels le jeune Fulton Trouve-Tout. Leur objectif, défendre leur territoire et protéger un manuel précieux, un héritage de la bibliothèque d'Alexandrie. Picsou parvient rapidement à faire fléchir les 3 gardes, qui se résignent à partir avec leur manuel imposant qui n'a pas encore été publié en format de poche. Ainsi, Picsou et ses 2 sœurs se mettent en route pour entreposer au sein du fort les 8 barils renfermant la richesse de Balthazar. Les castors ne comptent pas céder aussi facilement. Malgré leur infériorité numérique, ils cherchent à alerter les autorités locales sur cette expropriation et à défendre leurs droits en tant que propriétaires de la colline. Leur intention est de prévenir les autorités locales. Mais la nouvelle est mal interprétée et parvient jusqu'aux oreilles de Theodore Roosevelt. Dans cette version, Picsou est dépeint comme un millionnaire écossais, ayant érigé une base militaire sur la côte. Cette information indignante pousse Théodore à intervenir personnellement pour soutenir les castors, motivé par le souvenir de la bataille de San Juan Ridge. Pendant ce temps, le millionnaire et ses 2 sœurs sont sur la rive en train de charger les 8 barils d'argent sur un modeste bateau, optant ainsi pour une solution économique plutôt que d'utiliser un camion. Pendant que Hortense lutte pour faire avancer le bateau, alors qu'il transporte les 8 barils d'argent, Picsou entreprend une brève exploration jusqu'à une cabane située non loin de la rive. Là, il espère obtenir des indications sur la distance qui les sépare encore de la colline. Cependant, quand il frappe à la porte de la cabane, les réponses qu'il entend sont plutôt étranges, mêlées à des bruits de cochons provenant de l'intérieur. À l'intérieur de la cabane se trouvent des occupants anxieux, craignant d'être accusés de vol de bétail. Pourtant, ces locataires ne sont autres que les Rapetou, bien connus pour leurs escapades criminelles. Parmi eux, Gracier Rapetou, le chef du gang, reconnaît immédiatement Balthazar Picsou malgré les nombreuses années qui se sont écoulées depuis leur dernière rencontre. Dès son départ, il élabore un plan de vengeance, déterminé à infliger à Picsou les conséquences de leur précédente confrontation. Une nouvelle épreuve semble se profiler à l'horizon pour le milliardaire et ses sœurs alors qu'ils poursuivent leur quête d'implanter leur empire financier naissant dans ce nouvel environnement. Pendant ce temps, alors que les Picsou ont finalement atteint le sommet de la colline après un effort soutenu, ils entreprennent le rapatriement des 8 barils contenant la précieuse fortune. Les 2 sœurs, Hortense et Mathilda, se retrouvent sollicitées comme une main-d'œuvre presque gratuite, rémunérée à seulement 10 cents $ dans cette tâche éreintante.
Après avoir porté et manipulé les lourds barils sur ce terrain escarpé, elles se retrouvent totalement épuisées, leurs muscles endoloris par l'effort soutenu. Picsou, déterminé à récompenser leurs efforts, leur promet un bain bien mérité. Mais il y a un hic, le bain dont ils parlent n'est pas celui auquel elles s'attendent. Au lieu de la promesse d'une relaxation rafraîchissante dans de l'eau chaude, il leur propose plutôt un bain de pièces d'or brillantes. Une récompense certes alléchante, mais qui ne saurait remplacer le confort d'un vrai bain. Pendant que Balthazar profite de son moment de détente, savourant peut-être déjà mentalement les plaisirs de sa future richesse, un bruit de coups frappés à la porte retentit. Intriguée, Mathilda se lève pour répondre à cet inattendu visiteur. Mais ce ne sont pas de simples représentants ou voyageurs de passage. Ce sont les Rapetou, bien connus pour leurs activités clandestines et leurs frasques. Les deux sœurs ne les reconnaissent pas immédiatement, les prenant initialement pour de simples cow-boys, étant donné qu'elles n'ont jamais eu le malheur de croiser leur chemin auparavant. À leur grande surprise, 4 membres des Rapetou se tiennent devant elles, éveillant instantanément leur méfiance. Ils demandent expressément à rencontrer Balthazar, ce qui suscite un mélange d'inquiétude et de confusion chez les deux sœurs. Se demandant quelles pourraient être les intentions de ces inconnus à leur égard et ce qu'ils veulent vraiment à leurs frères, elles se sentent de plus en plus mal à l'aise devant cette situation inattendue. Soudain, comme s'ils surgissaient d'une ombre épaisse, les Rapetou apparaissent devant Balthazar, qui savoure tranquillement son bain d'or, bercé par les reflets chatoyants des pièces précieuses. Surpris par cette irruption soudaine, il se fige, réalisant que ces intrus ne sont pas là pour une simple visite de courtoisie. Avant même qu'il ait le temps de réagir, les Rapetou agissent avec une rapidité éclair, le saisissant brusquement et l'enfermant sans ménagement dans le baril d'argent. Un des frères, Rapetou, prend le contrôle de la situation, se chargeant de neutraliser rapidement les deux sœurs de Balthazar. Mathilda et Hortense, prises au dépourvu par cette soudaine agression, se retrouvent submergées par la confusion et l'effroi, incapables de résister efficacement à la force et à la détermination de leurs assaillants. Pendant ce temps, Gracier, le chef des Rapetou, profite brièvement de l'opulence qui l'entoure, s'imprégnant de l'atmosphère de richesse et de luxe qui règne dans cette pièce. Un sourire satisfait se dessine sur son visage tandis qu'il contemple les trésors de Balthazar, savourant ce court instant de victoire. Mais cette euphorie des bandits ne dure pas longtemps. Soudain, un des barils, celui contenant Picsou, explose sous l'impact d'un missile tiré par l'armée, commandé par Theodore Roosevelt en personne. En un instant, le propriétaire des lieux et les voleurs se retrouvent plongés dans le même cauchemar. L'armée américaine les encercle de toutes parts, les isolant de tout échappatoire. Les soldats, en uniforme impeccable, se déploient avec une efficacité redoutable, entourant le fort et coupant toute retraite possible pour les Rapetou. Picsou, libéré de son baril, se relève avec détermination, prêt à affronter cette nouvelle situation. Roosevelt somme Picsou de se rendre, mais le canard refuse fermement, fidèle à sa nature obstinée. En réaction, le président des États-Unis ordonne à ses troupes de charger. Cet adversaire, que Roosevelt juge digne de Picsou, déploie toute sa puissance militaire. Mais Picsou a d'autres plans. Il se prépare à utiliser les ruines massives du fort Donaldville pour freiner l'avancée de l'armée. La tour nord, vieille et imposante, s'écroule sous le poids de l'attaque, formant une barrière contre la cavalerie présidentielle. C'est un spectacle inédit pour Roosevelt, un assaut mené par une structure en ruine, une première dans sa carrière militaire. La confusion règne, tandis que les soldats tentent de naviguer à travers les débris et les obstacles imposants. Les Rapetou, quant à eux, sont saisis de panique. L'ampleur de l'affrontement dépasse de loin ce qu'ils avaient imaginé. Leurs espoirs de richesse s'effondrent aussi vite que les murs du fort. Terrifiés par la puissance de l'armée américaine et la détermination de Picsou, ils sont prêts à se rendre immédiatement. Dans leur désespoir, ils proposent même de voter 2 fois pour Roosevelt, bien que ce dernier ne soit qu'à son premier mandat, espérant ainsi échapper à une fin désastreuse. Une fois arrivé au fort, le président utilise de la dynamite pour ouvrir une brèche et faire exploser la porte. Après l'explosion, Picsou, prêt à en découdre, brandit une énorme planche, apparemment utilisée pour maîtriser les Rapetou, qui gisent inconscients à ses pieds. Mais la véritable surprise vient de sa sœur Hortense.
En proie à une rage encore plus intense que celle de son frère, elle décide de repousser l'armée américaine armée seulement d'un balai. Les soldats, réticents à tirer sur une femme désarmée qu'ils perçoivent comme une femme démoniaque, reculent face à son acharnement. Même Roosevelt, impressionné par sa détermination, trouve dans son attitude une source d'inspiration pour ses propres tactiques au Congrès des États-Unis. Hortense, par sa furie, réussit à forcer l'armée à battre en retraite. Roosevelt, se relevant rapidement, se prépare alors à affronter cet envahisseur inattendu, déterminé à reprendre le contrôle de la situation, avant de finalement arrêter son assaut en découvrant l'identité de l'envahisseur étranger. Il s'agit de Balthazar Picsou, un vieil ami qu'il a connu dans le Montana. Roosevelt, pris de court par cette rencontre inattendue, se remémore leurs aventures passées et décide de ne pas lui porter préjudice. Les deux hommes échangent des souvenirs de leur jeunesse, riant et se rappelant des moments partagés. Picsou, amusé et quelque peu incrédule, réalise que son ancien camarade est devenu le président des États-Unis et plaisante en disant qu'il y a des fins moins honorables que la politique. Pendant ce temps, Hortense revient, victorieuse après avoir provoqué la spectaculaire retraite de l'armée américaine. Sa détermination et son courage ont impressionné même les plus aguerris des soldats. Cependant, Rodolphe, enragé par ce qu'il perçoit comme une imprudence dangereuse, exprime son mécontentement bruyamment. Leur échange houleux attire l'attention de tous, mais comme par magie, leur colère mutuelle s'annule. Roosevelt et Picsou finissent par s'expliquer longuement. Picsou raconte qu'il avait ignoré la première sommation de l'armée américaine parce qu'il était en pleine confrontation avec les Rapetou, ces bandits notoires qui avaient tenté de voler sa fortune. En entendant cela, Roosevelt, toujours le pragmatique et justicier, ordonne immédiatement l'arrestation des Rapetou. Pour les bandits, se faire arrêter par le président des États-Unis en personne est un immense honneur, un événement presque aussi prestigieux que leur plus grand méfait. Bien que capturés, ils n'en demeurent pas moins impressionnés par Picsou. Ils admettent leur faiblesse face à ce redoutable canard et, tout en étant emmenés par les forces de l'ordre, envisagent de renforcer leur bande avec plus de bras pour une éventuelle revanche future. Cette capture par le chef de l'administration américaine marque un tournant dans leur carrière criminelle, leur offrant une renommée paradoxalement enviée dans les bas-fonds où ils opèrent. Picsou et Roosevelt, quant à eux, poursuivent leur conversation. Ils évoquent leurs aventures passées, les chemins parcourus depuis leurs jeunes années dans le Montana. Picsou se félicite à voix haute de la tournure inattendue de sa vie, passant du statut de prospecteur d'or à celui de personnalité puissante de la finance et ami du président. Roosevelt, de son côté, exprime son admiration pour la ténacité et l'ingéniosité de Picsou, qualités qui ont toujours distingué le canard. Après une période de 6 mois, les contours de la forteresse commencèrent à se dessiner, émergeant tel un titan sous la forme d'un gigantesque coffre-fort s'étendant sur une superficie impressionnante de 300 mètres carrés. Cependant, malgré cette imposante structure, l'intérieur demeurait encore relativement vide, ne comptant que 8 modestes barils reposant dans ses vastes entrailles. Pourtant, ces modestes débuts ne reflétaient en rien les ambitions démesurées de Picsou. Cette forteresse en devenir n'était que le prélude à une transformation bien plus spectaculaire. Son objectif ultime était de métamorphoser la petite bourgade de Donaldville, jusqu'alors insignifiante dans les annales du Calisota, en un véritable centre névralgique de son empire financier. Il rêvait de voir émerger une cité puissante, destinée à dominer non seulement la région, mais aussi l'économie mondiale. Picsou, reconnaissant envers les Castors Juniors pour leur intervention décisive, leur accorde même le privilège d'une poignée de porte, symbole de gratitude pour leur acte héroïque ayant mobilisé le président. Pendant ce temps, Hortense et Rodolphe, épris l'un de l'autre, partagent des moments intimes, lors de pique-niques romantiques, évoquant déjà les prénoms de leurs futurs enfants. Toutefois, une tension légère émerge lorsque Hortense rejette fermement l'idée de baptiser l'un de leurs enfants Donald, préférant explorer d'autres options. Finalement, alors que les deux passants s'arrêtent devant le gigantesque coffre de Picsou, leur conversation révèle un mélange de curiosité et de méfiance à l'égard de cette structure imposante. Ils discutent de la possibilité de s'y installer, mais émettent des réserves quant à son apparence, le qualifiant même d'horreur. Picsou, sûr de lui, leur assure que cet édifice est bien plus que cela. C'est le symbole de ses ambitions économiques et de la prospérité
qu'il entend apporter à la ville. Il souligne ainsi que cette monstruosité est là pour rester, marquant ainsi le début d'une ère nouvelle pour Donaldville. Merci d'avoir regardé cet épisode de La jeunesse de Picsou. Si vous avez apprécié cette aventure, n'oubliez pas de découvrir les épisodes précédents. Vous y trouverez toutes les péripéties passionnantes de Balthazar Picsou depuis ses premiers pas dans le monde des affaires jusqu'à ses incroyables découvertes et rencontres. Chaque épisode regorge de rebondissements et d'histoires fascinantes qui enrichissent l'univers de notre canard préféré. Ne manquez pas une seule seconde de son incroyable parcours. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être notifié dès la sortie du prochain épisode. N'hésitez pas à laisser vos commentaires pour partager vos impressions et vos théories. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis et votre famille pour leur faire découvrir les incroyables aventures de Balthazar Picsou. Suivez-nous également sur Instagram, @PicsouCollection, pour découvrir en exclusivité des contenus sur nos héros préférés. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure épique. Au revoir et à bientôt.